En septembre 1988, c'est le début d'un semestre à l'Université Davis de Californie et d'une nouvelle vie d'étudiante en droit pour Cheryl Welch. J'ai grandi à Sacramento, en Californie. J'ai été réceptionniste à l'hôpital Kaiser pendant 10 ans avant de faire un retour à l'école à l'Université Davis. Mais tandis qu'elle reprend les études, les choses changent. Ma vie était en train de prendre une tournure pour le moins étrange. Tout commence avec son téléphone. Au lieu d'entendre une tonalité en décrochant, j'entendais des cliquetis. Puis une longue pause et de la friture. Elle le fait vérifier, mais les bruits inhabituels continuent. Cheryl commence à se faire du souci. Mais ce n'est que le premier d'innombrables appareils qui deviennent défectueux en sa présence. Tous les appareils autour de moi se sont mis à tomber en panne. Mon ordinateur, ma télé. Son malaise s'accroît lorsqu'elle réalise que les objets ne sont pas les seuls à réagir de façon inhabituelle. Des autopatrouilles me suivaient, on lançait des pierres sur ma voiture. Quelqu'un a essayé de me faire faire une sortie de route, moi qui n'avais jamais fait un pas de travers ni pris de drogue. Les gens autour de moi avaient des comportements complètement déplacés. Personne ne se comportait normalement avec moi. Les gens me méprisaient, juraient contre moi et me crachaient au visage. Plus étonnant encore, de purs étrangers semblent savoir exactement tout ce qu'elle pense. Je me sentais surveillée. J'avais l'impression qu'on pouvait lire dans mes pensées. La vie personnelle de Cheryl s'effondre peu à peu, tandis que ses amis et sa famille s'éloignent. Comble de malheur, elle perd son emploi. Ma vie a été sans dessus-dessous pendant 3 ans. Malgré tous mes efforts, la situation ne faisait qu'empirer. C'était très déprimant. La pire période de ma vie. Je pleurais sans arrêt. J'ai cru que ça ne finirait jamais. Craignant pour sa santé mentale, Cheryl consulte. Je suis allée voir mon conseiller pédagogique qui m'a beaucoup aidé à surmonter ce dur moment. C'est le seul qui m'a cru. Son conseiller n'y voit qu'une seule explication. Cheryl est victime d'une campagne de harcèlement organisée. Qui donc en est le responsable? On a d'abord cru que je faisais partie d'une expérience psychologique, qu'on essayait de me pousser à bout. Mais il n'y avait rien de tel. J'ai fait appel à des détectives privés pour détecter la présence éventuelle de microbes chez moi. Mais rien. À force d'en discuter avec mon conseiller, on a compris que seul le gouvernement avait pu mettre mon téléphone sous écoute et me surveiller jusque chez moi. Déterminée à en savoir plus, Cheryl met la main sur des documents gouvernementaux et découvre l'impensable. Une expérience ultra secrète visant à contrôler le cerveau de citoyens ordinaires est en cours. La plupart des pays sont dotés de cette technologie secrète de contrôle de l'esprit, notamment la Russie et les États-Unis. Elle est persuadée que les personnes qui l'ont harcelée étaient, sans le savoir, contrôlées par le gouvernement. Quelqu'un, quelque part, leur fait faire des choses qu'elles ignorent complètement. Mais pourquoi avoir choisi Cheryl? Il faut plusieurs cobayes pour réaliser une expérience, qu'elle soit éthique ou non. Mais dans ce cas-ci, elle devait se faire incognito. Elle croit savoir pourquoi elle est dans la mire du gouvernement. Avant d'être admise à l'université, je suis allée au centre de recrutement de l'armée. J'ai rempli les formulaires pour m'enrôler, mais j'ai décidé d'aller à l'université avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. J'ai communiqué avec d'autres personnes qui sont passées par là. Les gens qui ont voulu être dans la CIA ou qui ont des proches dans l'armée ou la CIA sont souvent des cibles. L'esprit d'honnête citoyen est-il contrôlé dans le cadre d'expériences gouvernementales? Cheryl Welch dit-elle la vérité? Ou n'est-ce là qu'une autre théorie du complot impossible à prouver? Peut-être bien, mais pas selon Nick Begich. Tout porte à croire que Cheryl Welch et les autres personnes avec qui j'en ai discuté sont les victimes d'expériences de contrôle électromagnétique de l'esprit. On n'en est plus aux bombes et aux balles, mais à l'énergie électromagnétique utilisée contre les êtres humains. La plus grande révolution militaire depuis l'invention de la poudre à canon. Nick Begich est spécialiste du contrôle de l'esprit par le gouvernement. Il est persuadé que le Pentagone dispose d'une technologie digne de la science-fiction,
lui permettant d'implanter de l'information directement dans le cerveau humain. Notre gouvernement s'intéressait déjà à la façon de modifier le comportement humain lors de la guerre de Corée. Dans une publication sur les conflits de faible intensité et la technologie moderne, un chapitre entier était consacré aux armes électromagnétiques capables non seulement de rendre les victimes inaptes, mais aussi de stimuler certaines activités dans leur cerveau. Mais comment? Le projet HARP sur les hautes fréquences est un programme conjoint de l'armée de l'air et de la marine américaine. Il est basé en Alaska, dans un énorme champ d'antennes émettant des radiofréquences. Les antennes du programme HARP émettent de puissants signaux radio dans l'ionosphère afin de mesurer leurs effets sur les communications sans fil. Selon Nick Begich, les antennes serviraient aussi à un dessein autrement plus sinistre. Le projet HARP a des ramifications dans deux domaines particulièrement préoccupants. La modification des conditions météo et les effets sur les êtres humains. Si on peut moduler un signal perceptible et reconnaissable par le cerveau et auquel celui-ci peut s'adapter en se réglant sur la même fréquence, le rythme du cerveau s'en trouve modifié, ce qui entraîne des changements chimiques sur le plan des émotions. Mais cela va plus loin encore. On ne parle pas uniquement de déclencher des émotions. Modifier la chimie du cerveau pour changer l'état émotionnel de quelqu'un est relativement simple. Mais l'idée de pouvoir manipuler ses pensées nécessite une technologie nettement plus sophistiquée. Peut-on percevoir des sons sans les entendre? Cela ne fait aucun doute, selon Nick Begich, qui en fera la démonstration à l'aide du preneur de son, Brad Daw. J'en ferai la démonstration grâce à ce petit dispositif émetteur d'infrasons. Il s'agit d'un circuit électronique simple, relié à un lecteur CD, grâce auquel je ferai jouer du bac, qui sera retransmis par deux transducteurs piézoélectriques. Je vais placer ces deux transducteurs sur votre visage pendant que vous aurez les oreilles bien bouchées. Il suffit de les mettre sur la peau et d'écouter. Oui. Qu'entendez-vous? La musique, très clairement. Ils entendent la musique au centre du front dans leur tête, comme ils l'entendraient normalement, mais sans l'usage de leurs oreilles. Si j'enlève celui-ci, et que vous tenez l'autre d'une main, vous verrez que le courant passe toujours. Il suffit que je vous touche le front ou la peau n'importe où ailleurs. Le courant passe dans nos deux corps, mais le signal et le volume restent constants. Même sans les oreilles, j'entendais clairement la musique à l'intérieur de ma tête. Elle venait de nulle part en particulier. Du moins, pas de mes oreilles. C'est formidable. On peut faire la même chose avec des micro-ondes, par exemple. Cette démonstration ne fait qu'illustrer simplement le principe, pour que les gens comprennent jusqu'où on peut aller. J'adore le death metal, pas vous, j'en ai mal au cou. Voilà une théorie fascinante. Mais permettez-moi de douter que ces transducteurs piézoélectriques soient un jour à la mode. Et pour être franc, j'ignore ce que veut dire piézoélectrique. Mais à en croire Nick Begich, le gouvernement n'en a même pas besoin. Il s'immisce directement dans nos cerveaux et nous contrôle grâce à de puissantes micro-ondes invisibles capables de changer notre façon d'agir et de penser et de nous faire croire n'importe quoi. Exactement comme les républicains. Le gouvernement contrôle-t-il nos esprits à distance ou y a-t-il une autre explication? Une Californienne est soudainement victime d'une campagne de harcèlement. Le psychologue clinicien J. Ryan Fuller ne croit pas que l'expérience de Cheryl relève du complot, mais plutôt de la maladie mentale. D'après ce que j'en sais, l'expérience de cette dame est très similaire à celle de mes patients aux prises avec des troubles psychotiques. Selon lui, Cheryl est un cas typique du délire des grandeurs. Le délire des grandeurs est un trouble psychotique découlant de fausses croyances profondément ancrées chez l'individu. Par exemple que sa belle-mère essaie de l'empoisonner avec sa cuisine. Ce sont des choses susceptibles de se produire dans la réalité, mais dont personne n'a aucune preuve. Qu'en est-il alors des étrangers qui ont craché au visage de Cheryl? Ces patients entretiennent souvent l'illusion
que tout le monde leur en veut, qu'ils sont surveillés par la police ou le FBI, qu'ils sont victimes d'une conspiration ou qu'une organisation cherche à les contrôler, d'où leur sentiment de méfiance et d'hypervigilance. Ironiquement, Cheryl ne faisait peut-être qu'aggraver son cas. Le fait d'entretenir ce genre de croyances et de lutter pour changer la situation ne fait qu'augmenter le niveau de stress et d'anxiété, ce qui ne fait qu'accroître la détresse. Cheryl Welch souffre-t-elle du délire des grandeurs? Ou l'explication est-elle plus fascinante encore? Trish McGregor s'intéresse au paranormal depuis plus de 30 ans. Elle croit avoir une explication, du moins en ce qui concerne l'étonnante réaction des appareils électriques en présence de Cheryl. Je crois que Cheryl Welch a souffert de l'effet Pauli. L'effet Pauli est le nom donné au phénomène qui se produisait lorsque le physicien théoricien Wolfgang Pauli provoquait systématiquement des bris d'équipement lorsqu'il entrait dans un laboratoire scientifique. Wolfgang Pauli était un brillant physicien, lauréat du prix Nobel, dont Einstein lui-même figurait parmi les nombreux admirateurs. Pauli était également réputé pour son étonnante capacité de détraquer de l'équipement de laboratoire par sa simple présence. En 1950, il est entré dans un laboratoire de Princeton, où un accélérateur de particules a pris feu sans prévenir. Pauli était interdit d'accès dans un laboratoire de Hambourg. C'est dire à quel point le phénomène a pris de l'ampleur. Mais l'effet Pauli n'est pas restreint au laboratoire. Lors de sa deuxième lune de miel, Pauli et sa femme sont partis à bord de leur voiture équipée d'une nouvelle batterie, et la batterie est tombée à plat. Tout ça se produisait spontanément, sans même qu'ils fassent quoi que ce soit. Dès qu'ils mettaient les pieds quelque part, l'équipement se brisait instantanément. Ils disaient que ce n'était qu'une coïncidence, qu'il n'y avait aucune explication scientifique, mais les pannes se multipliaient. Cheryl souffre-t-elle de l'effet Pauli? Selon Trish, c'est une possibilité envisageable. On ne peut pas dire que l'expérience de Cheryl Welch n'a pas eu lieu. Elle était bien vraie, du moins à ses yeux. Cheryl Welch a-t-elle vécu une série d'étranges coïncidences? A-t-elle été la cible d'une expérience gouvernementale de contrôle de l'esprit? Ou a-t-elle tout imaginé? Bizarre ou quoi?